Et bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité cette semaine, Mordu d'entreprendre lance son année 2024. Après un pitch apéro organisé il y a quelques jours, l'association qui rassemble une centaine de membres vient d'annoncer son prochain grand rendez-vous, une soirée dédiée à la découverte de soi pour mieux entreprendre. On en parle dans un instant avec sa coprésidente Emmanuelle Monroche, avec qui nous reviendrons également sur l'ADN de l'association. Depuis une semaine et demie, la France vit au rythme des manifestations des agriculteurs. La profession est en colère. Nombreux sont ceux qui peinent à vivre décemment de leur travail. Pour certains, c'est la faute de l'Europe et du libre-échange. Alors on se posera la question dans un quart d'heure environ. Le commerce international est-il responsable des maux de l'agriculture française ? Et puis en troisième partie d'émission, gros plan sur une société locale qui cartonne. La start-up angevine Ponybike est en train de rafler tous les marchés dans les villes moyennes de France. Le spécialiste de la micromobilité va prochainement déployer ses vélos et trottinettes électriques à Nice, Nantes, Tours ou Limoges avec un objectif de rentabilité à court terme. Rencontre à suivre avec son fondateur et co-gérant Paul-Adrien Cormeret. Vous écoutez le Mag-Éco, nous sommes ensemble pour une heure d'information locale. Le Mag-Éco, en partenariat avec le Journal des entreprises. Et à mes côtés, comme chaque semaine tout au long de cette émission, Olivier Amar du Journal des entreprises. Bonjour Olivier. Bonjour Bastien. Vous recevez cette semaine Emmanuelle Monroche, la coprésidente depuis un peu plus d'un an maintenant de l'association Mordu d'entreprendre. Oui, tout à fait, Emmanuelle Monroche, bonjour. Bonjour. Alors vous avez succédé à Thibaut Becher, c'est Thibaut Becher qui avait lancé Mordu d'entreprendre. Qu'est-ce que c'est Mordu d'entreprendre ? Alors Mordu d'entreprendre, c'est une association qui permet à des pitchers, à des porteurs de projets de venir demander à une communauté donc des moyens techniques, des moyens financiers, voilà, de se faire connaître. Qu'est-ce que c'est pour vous, entreprendre ? Alors entreprendre, c'est en fait c'est prendre sa vie en main, c'est faire quelque chose. Donc effectivement, dans Mordu d'entreprendre, on a le côté professionnel, entreprendre, créer son entreprise, entreprendre. Mais en fait, il n'y a pas que ce côté-là, il y a aussi le côté personnel. C'est ce que je vous disais, ça peut être entreprendre un voyage humanitaire, par exemple. Moi, je serais ravie de rencontrer un pitcher qui aurait besoin de moyens, en fait, pour l'aider dans son projet. Ça veut dire que majoritairement, les projets que vous recevez, ce sont des projets à caractère professionnel. C'est des gens qui veulent entreprendre professionnellement ? C'est... Oui, 99% des personnes qui viennent pitcher sont des professionnels. Alors donc le principe de Mordu d'entreprendre, c'est donner envie d'entreprendre, aider à entreprendre. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous, les gens, à Mordu d'entreprendre ? Qu'est-ce qu'on vient faire ? Vous parlez des pitchers ou des pitchers, ce que vous appelez les pitchers, ouais. Et ils viennent chercher déjà un soutien pour savoir pitcher. Parce qu'on les coach un petit peu pour savoir parler du projet devant 100 à 150 personnes. En fait, ça dépend des soirées. Et ils viennent chercher aussi des moyens. Donc, c'est ce que je vous disais, ou des moyens matériels, genre de chercher un local, par exemple, ou de chercher un associé, ou chercher des partenaires financiers, par exemple. Concrètement, vous recevez des projets, c'est ça ? Vous les sélectionnez, vous les choisissez et après, les gens présentent leur projet devant une assemblée. Hein. Oui, alors j'ai plutôt des personnes qui viennent me voir et non pas des projets. C'est des personnes qui viennent me voir et qui ont des projets ou qui ont une entreprise qui est déjà créée et qui ont besoin de visibilité et c'est pour ça qu'ils viennent pitcher. Donc, ils présentent leur projet. Qu'est-ce qui se passe lors de cette soirée une fois qu'on a présenté son projet ? Donc, une fois qu'ils ont pitché, ça dure 3 à 4 minutes. Et ensuite, ils ont un petit stand, en fait, sur lequel ils ont le temps, après, de parler un peu plus longuement avec les mordus de leur activité et de leurs besoins. Vous dites les mordus. Qui sont les mordus ? Qui sont les gens qui assistent à ces pitchs-là ? Donc, on est content parce qu'on a vraiment un public très divers. On peut avoir des chefs d'entreprise, on a des cadres dirigeants, on a des salariés, on a même des étudiants. On a pratiquement autant d'hommes que de femmes, en fait, à ces soirées. Donc, on a une diversité qui est assez extraordinaire et ils viennent par curiosité pour voir des nouveaux projets. Et ils viennent aussi parce que c'est un bol d'énergie qui est assez extraordinaire, en fait. Comment vous les sélectionnez, les projets qui vont être présentés lors de ces soirées ? Sur quels critères on se base pour sélectionner des projets comme ça ? Si je vous dis que c'est au feeling. Pourquoi pas ? C'est au feeling. C'est vraiment, ça dépend de la personne. Si
Si déjà elle est prête à écouter les conseils, si elle est prête aussi à passer devant une centaine de personnes, le but c'est qu'elle aussi, elle passe un bon moment, que nous, on passe un bon moment en tant que dans le public, mais que eux aussi, quand ils pitchent, ce soit pas une souffrance, quoi. Ce sont des projets qui sont très avancés ou est-ce que c'est vraiment un projet à très long terme ou On a les deux. Ouais, concrètement. Concrètement, on va avoir, là, la dernière fois, on a eu une équipe des Entrep qui est venue. Donc eux, clairement, c'est un projet c'est en cours, en fait. C'est des étudiants qui ont une idée. Et on va avoir des personnes, pareil, qui ont une entreprise. Là, c'était le cas de Céline Quignon, par exemple, qui a son entreprise depuis 7 ans. Elle est en train de faire elle a une nouvelle approche dans son activité. Et donc, elle avait besoin de visibilité. Pardon. Alors, depuis 10 ans, enfin 9 ans maintenant, les 10 ans, ce sera en 2025. Il y a pas mal de projets qui ont été présentés, qui ont été des gens qui sont venus pitcher leurs projets, comme vous dites. Est-ce qu'il y en a qui qui sont allés loin désormais, qui sont allés à terme, ou d'autres pas du tout, ou qui sont toujours en cours? Heureusement que vous m'aviez prévenu. Donc, effectivement, j'ai regardé, j'ai pensé à une personne qui était venue pitcher il y a très longtemps, c'est Cook and Run. Voilà, donc ils ont pitché. Donc après, on voit bien que ça... Qu'on a reçu d'ailleurs sur le plateau il y a quelques semaines. Comme Julien Boucaud aussi, qui est venu présenter. Et Julien Boucaud. Ciao, ciao. Ciao, ciao, qui a fait quand même l'émission d'M6. Il avait pitché avant chez nous. Avant M6. Et vous avez dit tout à l'heure que dans l'Assemblée, dans le public, il y avait des hommes et des femmes. Est-ce qu'on retrouve aussi autant d'hommes que de femmes dans les gens qui viennent présenter des projets? Il y a autant d'entrepreneuses que d'entrepreneurs? Oui. Et c'est vrai qu'avant, on faisait attention à ce qu'il y ait une certaine mixité, que maintenant, en fait, on se rend compte qu'elle se fait naturellement. Ça devient un non-sujet, en fait. Donc c'est génial. On a vu avec la crise sanitaire, la crise du Covid, beaucoup de gens qui avaient envie de réorienter leur vie, d'entreprendre aussi. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous l'avez ressenti d'abord? Et puis est-ce que vous le ressentez toujours? Est-ce qu'il y a toujours cette envie d'entreprendre? Ce que j'ai surtout vu, l'envie d'entreprendre, elle est là. Mais j'ai l'impression qu'en fait, on a envie d'entreprendre de plus en plus jeune. Et ça, c'est je trouve que c'est une nouveauté. Mais autrement, est-ce qu'il y a plus d'entrepreneurs maintenant? Je ne sais pas. C'est le même type de projet quand ce sont des jeunes qui portent des projets comme ça? Non, ils sont beaucoup plus audacieux en fait. C'est-à-dire? Non, mais ils sont plus audacieux. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont les idées, pas forcément les financements, mais ils vont se débrouiller pour les avoir, les financements en fait. Comme si c'était un non-sujet en fait. Forcément, c'est un sujet, mais pour eux, c'est pas un frein. Et c'est assez extraordinaire. Vous parlez financement. Est-ce que quand on vient pitcher un projet, on vient tester sa validité, entre guillemets, savoir si ça tient la route, ou est-ce qu'on vient carrément avec derrière l'idée de trouver un financement, ou au moins, pour le moins, trouver des ficelles pour décrocher des financements? On a les deux, parce qu'on a certains qui sont vraiment au début de leur projet, donc eux, ça leur permet d'avoir déjà de savoir pitcher. Je veux dire, quand on sait pitcher devant une centaine de personnes, on sait pitcher son banquier. Et sinon, d'autres, c'est vraiment la visibilité, en fait. C'est plus ça qu'ils recherchent. Vous avez lancé une première soirée en janvier. Là, il y a eu une première soirée. Il y en aura une autre en mars qui sera un peu différente. Vous pouvez nous expliquer? Ce ne sera pas des gens qui viendront pitcher leur projet. Non, là, ce sont des chefs d'entreprise qui vont témoigner, en fait, de leur parcours d'entrepreneur. Voilà. D'accord. Je ne peux pas vous en dire plus. Je ne fais pas partie de la commission qui gère cet événement. Pour vous garder aussi toute la surprise de cette soirée, c'est le 19 mars. D'accord. C'est à quel rythme les soirées mordues d'entreprendre? C'est-à-dire que dans l'année, vous arrivez il y a 3 personnes qui pitchent à chaque fois. Donc ça fait combien de personnes sur une année comme ça? Ça fait... il y a 5 soirées pitch apéro, donc il y a 15 pitchers. Et dans des endroits différents. Ouais, c'est le principe. Autre sujet, Emmanuelle Monroche, vous avez lancé il y a un an un réseau avec Bruno Blanchard qui s'appelle Biréseau à Angers. Qu'est-ce que c'est ce réseau? Donc là, c'est vraiment un club d'affaires. Donc on s'adresse aux dirigeants pour en fait réseauter et faire du business en toute convivialité. Et c'est à raison de une fois par mois. Une fois par mois, il faut vraiment être membre. Enfin, il faut être membre pour faire partie des soirées. Il y a beaucoup de réseaux qui se créent comme ça. Est-ce que ça correspond à un besoin
Il y a vraiment un besoin des dirigeants de réseauter, comme on dit. Les dirigeants sont souvent tout seuls. Et en fait, de réseauter, ça leur permet de sortir la tête du guidon, de voir d'autres personnes et de pouvoir échanger, en fait. Et de se rendre compte que si eux, ils rencontrent une problématique, il y a forcément quelqu'un, en fait, qui l'a eu ou qui est aussi en train de la vivre. Merci beaucoup, Emmanuelle Monroche. On rappelle la prochaine soirée Mordue, si ça peut c'est ouvert à tout le monde. Hein. C'est ouvert à tous. C'est le 19 mars. Le 19 Et ce sera mars. à l'UCO. Voilà. À l'Université catholique de l'Ouest. Merci beaucoup, en Merci. tout cas, d'avoir été notre invité. Emmanuelle Monroche, donc coprésident de Mordu d'Entreprendre. Il y a un site internet pour ceux qui veulent avoir des informations, une page Facebook aussi, mais un site internet mordu au pluriel.org. Donc on rappelle le 19 mars prochain, 18h30 à l'Université catholique de l'Ouest pour une grande soirée consacrée à l'entrepreneuriat et la connaissance de soi. On reste avec vous, Olivier, dans l'actualité économique de l'Anjou. Quelques informations en bref. On commence par prendre des nouvelles de Delivagri. Oui, tout à fait. Après avoir lancé son activité dans les locaux de WeForge à Angers, la start-up Delivagri, qui est spécialisée dans la digitalisation du négoce des matières premières agricoles, s'est installée dans de nouveaux locaux de 1000 m² en 2023. Avec 35 collaborateurs aujourd'hui, 15 recrutements prévus cette année, l'entreprise ambitionne un chiffre d'affaires qui dépassera les 60 millions d'euros en 2024. C'est 50% de plus que l'an passé. Elle avait atteint 41 millions d'euros. Delivagri a commercialisé 220 000 tonnes l'an passé, veut atteindre 300 000 tonnes cette année, souhaite notamment se renforcer avec le négoce de nouvelles matières, de même qu'à l'international, notamment en Espagne, sachant qu'elle est déjà présente dans plusieurs pays frontaliers. Les inscriptions pour participer à la 25e édition de Made in Angers sont ouvertes. Oui, tout à fait. Elle se tiendra du 26 février au 22 mars. Ça a ouvert le 27 janvier. La manifestation bat déjà un record. Cette année, il y a 187 entreprises de 15 secteurs d'activité qui ouvriront leurs portes au public. Il y a 29 nouvelles, parmi lesquelles Parker Megit à Avrier, la ferme de Sainte-Marthe à Loire-Othion, encore MSD Santé Animale à Beaucouzé. Il y a 1580 départs de visite qui sont prévus. Et en 2023, sachez que Made in Angers avait accueilli 11 565 visiteurs. N'hésitez pas à vous renseigner. Puis l'école supérieure angevine ESEP, qui forme des ingénieurs dans les domaines du numérique et la gestion des risques et environnement, a signé un partenariat avec l'entreprise francilienne Red Online. Oui, tout à fait, un partenariat pour renforcer la formation des étudiants en HSE, hygiène, sécurité et environnement. Basé à Antony dans les Hauts-de-Seine, Red Online est spécialisé dans les solutions en ligne de management en HSE. Avec ce partenariat, les étudiants bénéficieront d'interventions de professionnels, de présentations d'outils et de conférences spécifiques de Red Online, qui va parrainer par ailleurs pour une durée de 2 ans la spécialisation qui s'appelle Performance et Organisation QHSE de l'ESEP. Merci beaucoup, Olivier. On poursuit notre magazine avec les débats de l'Écho. Les débats de l'Écho, RCF Anjou. Et voilà, près de 10 jours maintenant que la France et plus globalement l'Europe vit au rythme des manifestations des agriculteurs. Nombreux sont ceux qui, dans notre pays, peinent à vivre de leur travail. Pendant que certains rejettent la faute sur la politique agricole commune, la mauvaise répartition des marges dans la filière agroalimentaire ou l'empilement des contraintes écologiques, d'autres pointent du doigt le libéralisme économique. Poulets ukrainiens, bœufs canadiens, pommes chiliennes, de nombreux paysans critiquent sévèrement une concurrence qu'ils jugent déloyale concernant l'importation de produits à bas coût venus de pays étrangers, grâce aux fameux accords de libre-échange conclus par l'Union européenne. Ces dernières années, ces traités bilatéraux se sont multipliés entre l'UE et le reste du monde, mais si on regarde les chiffres, il s'avère que l'excédent commercial européen dans le domaine agricole s'est considérablement accru. Tous sur le continent en ont presque bénéficié, sauf la France, qui achète de plus en plus hors de ses frontières. Alors si le solde de notre balance commerciale agricole reste positif, porté notamment par des exportations de vins et spiritueux, ce solde est en revanche très déficitaire pour ce qui est de nos échanges avec nos voisins proches européens. Alors faut-il sortir de tous ces traités? Sont-ils à l'origine de la crise actuelle? On prend le temps de se poser la question ce matin avec Paul Jantot, ancien député, vice-président en charge de la région, en charge des affaires économiques à la région. Ça, c'était vos anciennes fonctions. Puis aujourd'hui, président du réseau Initiative Anjou. Et puis à vos côtés, Morgan Barillet, entrepreneur angevin. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors ces accords de libre-échange, finalement, qu'apportent-ils aux agriculteurs, Morgan? Rien de plus. Non, mais si. Vous êtes très critique en la matière? Non, je suis globalement critique. Après, effectivement, comme vous disiez, il y a une balance qui est excédentaire. On porte pas sur tous les produits, mais il y a aussi il y a énormément d'importations qui se font de l'étranger pour nourrir notamment les animaux, pour pouvoir produire du lait, etc. Puisqu'on importe énormément de soja. Notamment pour nourrir les bœufs. C'est là où c'est toujours un petit peu compliqué. C'est-à-dire que si on est dans un monde qui
s'est mondialisé depuis longtemps. C'est soit on accepte ce jeu-là et dans ce cas, il faut faire avec, mais c'est compliqué, soit effectivement on rabat les cartes. Mais ce qu'il faudrait surtout avant tout, je pense, puisque là ça va être que des guerres, c'est qu'il y ait au moins une politique réelle d'agriculture en France. Qu'est-ce qu'on veut que devienne notre agriculture, qu'il y ait des vraies questions qui soient posées et comment est-ce qu'on va la développer, parce que là je trouve que l'État joue un petit peu sur tous les tableaux, les agriculteurs aussi, et on est sur un monde où personne ne va s'entendre, puisque à la fois les réclamations au-delà du message très audible sur les exportations, l'importation de viande ou autre, il y a derrière la problématique de tout ce qui est pesticides, parce que c'est aussi l'une des demandes des agriculteurs, c'est-à-dire dire l'Europe ou la France nous interdit tel pesticide alors que dans tel pays ils vont pouvoir les utiliser et on apportera des choses qui auront été développées par ça. Donc derrière c'est aussi je trouve une manipulation de l'État pour casser des règles écologiques qui sont mises en place sans vouloir se dire que c'est eux qui les neutralisent, en laissant le mauvais rôle aux paysans qu'on a enfermés dans un système comme ça, puisque les banques ont joué à ce jeu-là, l'État joue à ce jeu-là, les règles et la PAC jouent à ce jeu-là, c'est-à-dire c'est enfermer des agriculteurs dans une productivité qui n'est pas raisonnable de l'agriculture et non pas raisonnable dans un futur plus ou moins proche. Donc il va falloir revoir un petit peu tout ça, et c'est vrai que là c'est mettre encore une fois en opposition tout le monde. Et on voit bien que même au travers et chez les agriculteurs, ils ne sont pas tous sur les mêmes revendications. Il y a plein de sensibilités. Et il y a plein de sensibilités. Paul Janto, là-dessus, est-ce qu'il faut remettre en cause justement ces traités et plus globalement la politique agricole ? Je pense que de toute façon, on a besoin de l'Europe et que la politique agricole commune était aussi un élément régulateur pour les agriculteurs français. On a besoin d'une Europe qui régule, on n'a pas besoin d'une Europe qui suradministre et qui pondent des normes à longueur de journée. Par ailleurs, il faut bien comprendre aussi que lorsque l'Europe met en place des normes, la France surtranspose ces normes. Et comme on veut toujours laver plus blanc que blanc, on impose à aux agriculteurs français, des normes qui ne sont pas appliquées non plus en Europe. Donc on crée de facto, l'État français crée de facto une concurrence déloyale entre les agriculteurs français et les agriculteurs européens. Alors parlons pas des agriculteurs et de la production agricole brésilienne. L'Europe laisse aussi rentrer des produits qui ne respectent pas les mêmes normes environnementales, sociales. Voilà. Donc on a déjà pour les agriculteurs français une concurrence déloyale au sein même de l'Europe. Et on a une concurrence encore beaucoup plus déloyale avec des produits qui viennent soit d'Amérique du Sud, pour la plupart, pas que, mais beaucoup d'Amérique du Sud, ou alors, plus récemment, d'Ukraine. Mais voilà. Pourquoi on accepte... Parce qu'on accepte des produits qui reçoivent des traitements en Ukraine qu'on n'accepte pas en France. Oui, mais pourquoi on accepte ça pour l'agriculture ? Est-ce qu'on le ferait pour d'autres secteurs ? Parce qu'il y a un double langage. Il faut regarder les choses en face. Parce qu'on impose des choses à nos agriculteurs qu'on n'impose pas aux produits qu'on importe. Alors, il faut rétablir des règles, il faut réguler le marché. Et à ce moment-là, où on laisse nos agriculteurs on supprime des normes environnementales ou agro-environnementales, ou alors, plus intelligemment à mon avis, on impose les mêmes normes aux autres, ou on taxe les produits qui sont importés. Mais on est comme vous le disiez, dans un marché mondialisé, et on ne peut pas non plus, si on veut, par exemple, vendre des voitures à l'étranger, il faut aussi qu'on accepte d'importer les produits agricoles. Donc il faut trouver un équilibre, et sans doute en taxant des produits qui viennent de l'étranger et qui ne respectent pas nos normes, parce qu'autrement, on crée encore une fois des concurrences. Mais je crois que le début de la crise, quand même, le fond même de la crise pour nos agriculteurs, c'est d'abord une question de prix et de prix d'achat des produits, des aliments produits par nos agriculteurs. Et tout ça est imbriqué. Oui, Mangan ? Non, mais effectivement, les prix, c'est une vraie problématique, parce qu'on ne peut pas se dire, tiens, l'agriculteur, lui, est sous-payé. Par contre, le grossiste, le distributeur, etc., eux gagnent tous de l'argent et font des profits assez importants. C'est comme si on imaginait qu'un constructeur automobile ne gagnait pas d'argent quand il les construit, mais simplement chez ses concessionnaires. Ça ne marcherait pas. Il n'y a rien d'autre en France où le producteur n'arrive pas à gagner et que tous les autres font beaucoup d'argent dessus.
dessus. Donc c'est aussi une vraie problématique. C'est pour ça que c'est un ensemble et que c'est une politique globale qu'il faut reconstruire autour de l'agriculture en France et en Europe. Et comment est-ce qu'on construira cette agriculture dans j'allais dire ce monde mondialisé, mais dans cette mondialisation. Après, effectivement, il y a quelques pays dans l'Europe qui ont décidé de ne pas respecter les règles, et l'Allemagne en fait partie. Je veux dire, l'Allemagne, il y a quelques années, s'est mis à faire du cochon à très grande quantité pour concurrencer déjà les pays de l'Est qu'en faisaient. Donc pour ça, ils ont dû déroger à leurs règles d'épandage, puisqu'ils ont dû épandre beaucoup plus. Tout ça pour avoir le cochon le moins cher d'Europe. Donc même en Europe, on n'est pas capable de s'entendre, mais on va déjà se faire une propre concurrence. Et le pire, c'est qu'ils vont chercher des travailleurs des pays de l'Est pour venir travailler chez eux parce qu'ils sont payés moins cher. Donc c'est pas simplement les agriculteurs, c'est vraiment une politique globale, et c'est les États qui doivent choisir la manière dont ils veulent que leur peuple se développe et leur agriculture se développe. Mais vous voyez bien qu'on n'arrive pas à s'entendre là, à 27. Mais ils s'entendent très bien, puisqu'en fait, la réalité de ne pas s'entendre, c'est surtout que tout continue comme avant et rien ne change. Et c'est simplement masquer un petit peu tout ça aux yeux de tout le monde. C'est à ça que sert la mésentente et la non-entente entre partenaires. C'est-à-dire que là, c'est facile pour la France de dire nous, on n'est pas d'accord avec les nouvelles ouvertures que propose l'Europe. Et donc, qui les ont signées. Oui, voilà, oui. Il y a pourtant bien des gens qui les signent, donc ils sont dedans. Donc à un moment, c'est soit on veut être très fort et on cogne du poing sur la table, soit on dit non, on n'est pas d'accord, mais on laisse faire. C'est ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps encore sur le glyphosate, etc. etc. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune volonté d'amélioration, il y a simplement une volonté de profit pour les très gros. C'est toujours la même histoire, c'est du business. Depuis que c'est en bourse, c'est le bordel. Voilà. Est-ce qu'on peut considérer que des denrées alimentaires sont une valeur boursière ? Non. Je pense qu'il faut aussi sortir de ça. C'est pas possible que ce soit la bourse qui détermine un petit peu le prix des choses, et c'est pas possible que ce soit l'Europe qui dise à des paysans, qu'ils soient français ou autres, vous allez planter telle chose sur tant d'hectares à telle période. Il y a un moment, c'est qui fait l'agriculture ? Donc ce sont des ouvriers qu'on surendette grâce aux banques et à un certain nombre de choses qui sont pris en étau, et qui après on leur dit vous allez changer de manière de produire. Ils vont plus être financièrement viables, sauf qu'on ne les accompagne pas. Au lieu de leur dire, sur les 15 ans à venir, on va transformer l'agriculture, on va vous accompagner pour ça, et vous allez être nos collaborateurs, on leur impose des choses, on les fait se mettre en colère, l'État ne dit rien, et puis derrière, tout continue comme avant. Les produits agricoles, Paul Jeannetot, on ne peut pas les déterminer par la valeur boursière, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, évidemment. Enfin, on ne peut pas imaginer que, et pourtant c'est le cas, que les céréales soient cotées en bourse et que finalement un certain nombre d'acteurs gagnent de l'argent et misent sur les céréales. Mais je vous ferai remarquer aussi que, par exemple, le cours des céréales a fortement chuté ces derniers mois. Et pour autant, quand vous achetez des céréales en flocons pour votre petit déjeuner, le prix de la boîte n'a pas baissé. Donc ça veut bien dire aussi des choses. Ça veut dire que moi, j'en reviens toujours au prix quand même, au prix d'achat du produit, alors le lait, la viande, etc., les céréales produites par les agriculteurs. Aujourd'hui, je suis persuadé qu'on pourrait augmenter ce prix d'achat aux agriculteurs pour qu'ils aient un revenu digne et qu'ils ne vivent pas que de subventions. On pourrait augmenter ces prix sans que le consommateur s'en aperçoive. Si vous augmentez de 2 ou 3 centimes le prix de la brique de lait dans un supermarché, ça ne va pas changer la vie des Français. 2-3 centimes par litre. Surtout si les intermédiaires ne les répercutent pas. C'est ça. Voilà. Parce qu'ils en font de la marge. Et je pense qu'honnêtement, à 2-3 centimes, les intermédiaires ne pourraient ne pas le répercuter. Et pour autant, ça améliorerait très fortement le revenu des agriculteurs. 2 à 3 centimes par litre. Par brique de lait, ça améliorerait très fortement le revenu. Et on peut faire la même chose pour la viande, on peut faire la même chose pour un certain nombre de denrées alimentaires. Sur la viande, les agriculteurs vendent à la carcasse. Et quand on vend à la carcasse, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas valorisées. Par exemple, tous les abats ne sont pas valorisés dans une bête. Alors qu'ils sont revendus pour l'alimentation animale. Voilà. Donc, et il y a un certain nombre d'abats que vous allez acheter, vous, chez votre boucher. Alors, je ne critique pas le boucher, c'est pas ça ce que je veux dire. Mais on voit bien qu'il y a des choses qui ne vont pas dans la chaîne alimentaire, entre le producteur et le consommateur final. Quand vous achetez de la langue de bœuf ou de la langue de porc ou de la tête de veau, ça, c'est quelque chose qui n'a pas été valorisé au producteur.
Donc, En marchette, c'est comme si on disait, vous achetez une voiture, mais finalement, vous payez pas les roues, quoi. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. J'aime la métaphore. Bon, je comprends bien la problématique des prix, tout le monde est d'accord là-dessus. Juste, je reviens sur le contexte de marché international. Est-ce qu'on a tendance aussi en France à faire passer l'agriculture après les autres secteurs? Est-ce qu'on se sert de l'agriculture pour, vous le disiez un petit peu tout à l'heure, Paul, vendre des voitures, vendre des services? Bien sûr, parce qu'on est dans une économie globalisée. Donc on est d'accord que l'agriculture passe après. Mais vous ne pouvez pas fermer les frontières de la France en disant moi j'achète plus rien et puis où je mets des normes draconiennes. Mais par contre, il y a des contrats, il y a des marchés. Par exemple, aujourd'hui, la signature du traité Mercosur, avec les pays d'Amérique latine. Aujourd'hui, si les agriculteurs ne bloquaient pas les autoroutes aujourd'hui, je suis persuadé que l'État français l'aurait signé les yeux fermés. Il est signé, hein. Oui, il est signé déjà depuis 2019. Il reste à être ratifié. Il reste ratifié, mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des prises de position du gouvernement en disant attendez, on va revoir la position. Il sera très dur à faire appliquer, ça c'est sûr. Mais honnêtement, les autoroutes ne seraient pas bloquées, ça aurait été signé, ratifié les yeux fermés, c'est évident. Donc à un moment donné, il faut pas avoir un double langage aussi. Moi, j'attends des politiques avec un grand P, c'est pas une question de couleur politique, mais des politiques qui aient un vrai langage et un seul langage, pas un double langage. Vous ne pouvez pas avoir des positions à Paris et puis avoir des députés européens qui ont une autre position dans les commissions. Et c'est pourtant ce qui se passe pour la majorité. Donc il y a un moment donné, il faut avoir un vrai discours, une vraie ligne politique et savoir ce qu'on va faire. Moi, il y a une chose qui m'a plu dans le discours hier de Gabriel Attal, c'est de dire on va faire une exception culturelle, non pas française, pas une exception culturelle, une exception agricole française. Ok, très bien. Alors maintenant, on passe aux actes. On passe aux actes, parce que les déclarations, etc., on en a entendu. Maintenant, il faut agir. Et juste, Morgan, sur cette question, est-ce que vraiment l'agriculture passe après les autres secteurs? On préfère vendre des voitures, on préfère vendre des services? Je ne sais pas s'il passe après. En tout cas, c'est pas une ligne directrice, encore une fois, d'avancée du pays et de l'Europe. C'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de problématiques auxquelles on doit faire face, on les connaît toutes, mais on reste très aveugle sur l'ensemble des solutions qu'il faudrait mettre ou même envisager des solutions. Donc, elle sert, oui, d'une certaine manière, on reste quand même un très gros producteur agricole, donc faut pas l'oublier, c'est pas la dernière roue du carrosse, mais en tout cas elle est bien utile pour beaucoup de choses. Après, malheureusement, l'Europe va pas du tout dans le sens dans lequel il faudrait, mais les politiques ne veulent pas aller dans le sens dans lequel il faut. On le voit à tous les niveaux, et le discours d'hier était catastrophique de Monsieur Attal. C'est toujours opposer les travailleurs aux non-travailleurs, c'est donner le bon exemple. Bon, c'est facile de toujours se plaindre des RMistes quand on ne fait rien dans le pays pour que les choses changent. Voilà, c'est un autre débat, mais oui. Pas complètement, parce que je pense que c'est la même logique au final. Oui. À la fin, est-ce qu'on a envie d'avoir des gens qui sont dans des seuils de pauvreté, qu'ils soient agriculteurs ou autres, ou est-ce qu'on veut un pays dans lequel les gens vont réussir à évoluer? Et je ne pense pas qu'ils soient si éloignés, parce que la nourriture qu'on produit, il faut qu'elle serve aussi à tout le monde, et notamment en France. Et on ne peut pas se retrouver avec des prix qui vont être très chers, soi-disant respectueux, et puis des prix très peu cher pour d'autres choses, parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Mais voilà. C'est aussi ce qu'on va vous dire, c'est que l'intérêt du libre-échange, c'est que ça tire les prix vers le bas. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On voit bien, par exemple, avec le fameux fonds de pension BlackRock, qui possède quasiment la totalité des compagnies aériennes, les prix sont stabilisés. Pour les baskets, c'est pareil. Une paire de baskets, ça coûte 150 €. C'est haut quand toutes les marques. Ils ont Adidas, ils ont Nike, etc. C'est toujours le même prix pour tout le monde. Donc on s'est bien rendu compte depuis longtemps qu'en fait, les pseudo-concurrences ne faisaient pas forcément baisser les prix, mais permet par contre d'avoir des ententes plus ou moins cordiales et de mettre un niveau de prix qui fait que tout le monde s'y retrouve, sauf les autres. Mais la réalité, il y a bien longtemps qu'il faut arrêter. La concurrence n'amène rien à part de la guerre, à part de la pollution supplémentaire, puisque à chaque fois qu'on veut produire quelque chose de plus pour diminuer le coût, eh bien on ne fait qu'augmenter une problématique. Vaut mieux avoir un produit qui va avoir un prix X plutôt qu'avoir 10 produits, parce qu'à la fin, on va toujours plus polluer, on va toujours générer beaucoup plus de problématiques. Donc
Donc est-ce qu'il faut sortir de ces traités, au moins pour l'agriculture ? Moi, je ne répondrai pas s'il faut sortir parce que je suis pas du tout assez expert sur la chose. Je pense qu'en tout cas, il faut les surveiller, il faut les réfléchir. Mais encore une fois, c'est même pas tant une question de traité. Ça dépend du contenu des traités et ça dépend de la politique qu'on veut. Et en France, on est depuis maintenant peut-être 30 ans, il n'y a plus de cap, il n'y a pas de cap. On ne sait pas où on va. Voilà, on ne sait pas. Il y a que les grands groupes qui ont des caps. Tout le reste n'existe pas. On est dans une crise catastrophique. 55 000 entreprises ont déposé le bilan l'année dernière. Ça ne s'est jamais vu. On n'en entend pas parler. Il n'y a pas de problématique là-dessus. Alors qu'en 2008, c'était le sujet. Donc, on voit bien que l'actualité politique, elle se fait là où les politiques veulent qu'elle se fasse. Voilà. Manque de cap également, votre sentiment, Paul Janto ? Il faut une vraie politique agricole, c'est évident. Et je ne partage pas tout ce qui vient d'être dit, mais une partie en disant qu'effectivement, d'une façon générale, depuis un certain nombre d'années, il n'y a pas de cap politique, il n'y a pas de vision. Sans rentrer dans un débat politique. Y compris pour l'agriculture. Donc. Y compris pour l'agriculture. Enfin, normalement, une déclaration de politique générale, ça donne un cap, ça donne un but à atteindre. C'est pas un catalogue de mesures. Bon. On en reparlera évidemment de cette crise agricole qui va animer ces prochains jours encore. Merci à vous deux, messieurs, d'avoir pris la parole. Paul Janto, président du réseau Initiative Anjou, Morgan Barillet, entrepreneur en juin. Je rappelle que le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, sera à Bruxelles cet après-midi pour une série d'entretiens visant à accélérer justement le traitement des urgences européennes avant un sommet européen extraordinaire qui sera prévu demain où il sera très probablement aussi question d'agriculture. Restez avec nous dans un instant. Rencontre avec Paul-Adrien Cormerel, fondateur et co-gérant de Pony, pour parler d'une actualité un peu plus heureuse, le succès de la start-up angevine à l'échelle nationale. À tout de suite. Et de retour dans le Mag Éco pour parler à présent d'une entreprise qui cartonne en ce moment et pourtant le pari était osé au départ. Il y a un peu plus de 6 ans maintenant, Paul-Adrien Cormerel et sa compagne ont créé la société Pony, spécialisée dans la micro-mobilité. Pony, ce sont ces vélos et trottinettes électriques bleu ciel, bleu nuit qu'on retrouve aujourd'hui dans une quinzaine de villes en France et en Belgique. Et c'est un début car la start-up angevine remporte les appels d'offres les uns après les autres. Elle déploiera sa flotte prochainement à Nice, Limoges, Tours ou Nantes pour ne citer que quelques exemples. Une réussite dans un secteur ultra concurrentiel. Le foisonnement d'offres a d'ailleurs engendré la disparition de nombreux acteurs, mais Pony a su tirer donc son épingle du jeu grâce à un modèle innovant. On en parle cette semaine avec son co-dirigeant Paul-Adrien Cormerel. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, d'abord, le constat, ça part d'une idée de se dire qu'on fait énormément dans nos vies de petits trajets et qu'ils sont faits et qu'ils sont réalisés avec la voiture et que c'est dommage. Exactement. Aujourd'hui, en France, il se fait à peu près 170 millions de trajets individuels, dont 45% font moins de 4 km. C'est 15 minutes en vélo. Et c'est vrai que c'est des trajets qui sont... ça représente beaucoup de véhicules qui se déplacent, avec en général assez peu de gens dedans, puisqu'on est sur des taux d'utilisation en fait, de la voiture en France autour de 1,1 utilisateurs par voiture. Donc on déplace vraiment énormément de métal pour pas grand-chose. Parce qu'on est accro à la voiture ou parce que l'offre de transport n'est pas forcément développée, assez bien développée ? Non, je pense que c'est un peu les deux. En fait, c'est vrai que la voiture, c'est confortable, c'est la solution qui répond à tous les problèmes. Et puis une fois qu'on a pris l'habitude, on se pose plus trop la question. Et c'est vrai qu'en même temps aussi, l'offre de transport en commun, elle est pas toujours adaptée à nos besoins chacun. Et donc, il faut avoir en tête qu'effectivement, les couvertures sont souvent très bonnes sur les zones centres. Et puis ça se raréfie à mesure qu'on s'écarte du centre-ville. Et on a des couvertures horaires qui sont souvent assez limitées. Donc là, par exemple, à Angers, ça a changé avec le dernier renouvellement de la DSP, mais avant ça, effectivement, passé 20h30, il y avait plus de transport en commun, et c'est encore le cas de beaucoup de grandes villes en France, où on va avoir souvent le tramway qui va être jusqu'à minuit, et puis c'est tout. Sinon, à part ça... Débrouillez-vous. Débrouillez-vous, vous sortez du restaurant, vous fermez la boutique, vous devez rentrer après avoir baissé le rideau, et c'est là que c'est vrai que la voiture devient un peu le réflexe, et on vient essayer de construire une nouvelle offre, un nouveau maillon dans le
l'offre de transport en commun de la ville. Donc vous développez à partir de 2017 Pony Bike. Concrètement, comment ça fonctionne? Parce que vous arrivez avec cette innovation du free floating qu'on connaît pas bien à l'époque. Vous nous rappelez ce que c'est en quelques mots? Ouais, donc le concept est très simple en fait. L'idée c'est de se dire, en fait, sur ces petits trajets, on pourrait de temps en temps utiliser un vélo, mais c'est vrai que souvent c'est des trajets sur lesquels on n'a pas un vélo avec soi, et pourquoi pas avoir des vélos à disposition. Et finalement, ce concept, il existait avant. C'est le système avec station, c'est le Vélib à Paris. Et donc, sauf que là, il n'y a plus de station. Et sauf que là, en fait, ces systèmes avec station, ils sont très coûteux. Ils sont très lourds à déployer. Ils demandent énormément de travaux pour installer la station. Ça veut dire qu'ils ont du coup souvent des zones de chalandise très restreintes et un maillage qui n'est pas très dense. Et donc, c'est vrai qu'ils ne sont pas très, très fonctionnels. Et en dehors de Paris et Lyon, ça ne marche pas très bien. Et là, on se rend compte en fait maintenant, avec finalement l'apparition, la génération des smartphones, le Bluetooth, des nouvelles technologies qui apparaissent et qui rendent en fait caduque la station, puisqu'en fait, on est capable de digitaliser cette infrastructure et de baisser les coûts d'un facteur 20, d'un facteur 30 par rapport à ce qu'on savait faire avant. Et c'est là qu'on prend conscience à ce moment-là, mais en fait, n'importe quel vélo, on installe dessus un cadenas connecté à 40-50 € et ça devient un vélo partagé. Et on est capable du coup de transformer n'importe quel arceau vélo en finalement un espace de stationnement pour cette nouvelle infrastructure de vélo partagé, et donc de créer ce maillage ultra fin, ultra dense et finalement très peu coûteux de vélos partagés. Ce que vous proposez, c'est un peu ça aussi l'originalité, c'est que les utilisateurs peuvent acheter ces vélos, voilà, et les louer ensuite. Alors, ou en tout cas les partager. Exactement. Avant d'arriver là, juste pour terminer sur le concept, donc la façon dont ça fonctionne en pratique, les gens téléchargent une application mobile qui est disponible sur Android, sur iOS directement. Ils créent un compte avec leur numéro de téléphone. Directement, il y a un petit bouton démarrer mon trajet. Je scanne le QR code qui est sur le véhicule. Mon téléphone va du coup se connecter à Internet, au système informatique de Pony. Je veux déverrouiller le véhicule s'ouvre. Je fais mon trajet. À la fin du trajet, je me gare sur l'emplacement stationnement autorisé le plus proche, qui sont délimités dans l'application. Donc, il y a quand même des stations, mais elles sont virtuelles. Et à la fin du trajet, je paye à la course, avec un prix moyen qui est à peu près aujourd'hui autour de 2,90 €. Voilà. Donc ça c'est le fonctionnement. Et donc effectivement, la question ensuite, ça a été comment on développe ce type de service et comment on embarque avec nous nos usagers, les habitants dans ce nouveau projet. Comment on crée une communauté? Comment on crée une communauté? Pourquoi c'était important? C'était important parce qu'en fait, c'est vrai que la croissance sur ce secteur, elle a été assez incroyable à ses débuts. Et il y a eu énormément de boîtes qui ont reçu des financements assez délirants. Un excès vraiment de capital sur le marché du venture capital, comme on appelle ça. Donc les gros fonds internationaux qui font du financement de start-up, qui se sont retrouvés avec trop d'argent, pas savoir trop quoi en faire, qui ont financé des boîtes qui ont du coup fait un peu n'importe quoi. Et on a eu effectivement une réputation. On a vu tous ces images en Chine de pyramides de vélos. On a tous vu les trottinettes dans la Seine. Et c'est vrai que dans la Maine, plus proche. Pas tant que ça. Quelques-unes, mais c'était pas d'État. En tout cas. Et en fait, il a fallu un peu vraiment se creuser la tête, de se dire, franchement, ce qu'on fait, c'est créer un nouveau maillon dans l'offre de transport qui est vraiment une solution extrêmement efficace d'un point de vue environnemental, d'un point de vue financier en termes de coûts pour le dernier kilomètre, et qui est vraiment capable de jouer un rôle important dans la transition pour sortir de la voiture. Et donc, mais ça ne peut pas se faire si les gens n'ont pas envie que ça réussisse. Si en fait, à chaque fois qu'un quelqu'un termine son trajet, il jette le véhicule par terre, le mec derrière marche dessus, en fait, ça ne marchera jamais. Il faut faire passer aux usagers la valeur de l'objet qu'ils utilisent. Il faut qu'ils prennent conscience que c'est des véhicules qui coûtent cher, que c'est un service qui demande beaucoup de travail. Et voilà, il y avait tout ce travail de pédagogie, il fallait embarquer les gens avec nous. Et c'est vrai qu'on a du coup créé un modèle qui est unique au monde, qui s'appelle Adopt un Pony, où on permet en fait à nos usagers, aux habitants, de devenir copropriétaire d'une partie de la flotte. Donc, vous allez sur l'application, vous allez acheter un vélo, une trottinette, vous en devenez réellement propriétaire, vous payez la TVA, c'est votre. Vous n'êtes pas obligé de la laisser en partage d'ailleurs à ce moment-là. Mais si vous le faites,
nous, on s'occupe de la gérer au quotidien. Donc, on va aller sur le vélo, le nettoyer, s'assurer que tout est au bon endroit, qu'il est propre, en bon état, bien entretenu, charger tous les jours, remplacer les batteries. Et à chaque fois que quelqu'un va s'en servir, on va vous dire, regardez, ce vélo que vous avez acheté, il part faire un trajet, vous le voyez se déplacer, et à la fin, vous récupérez un pourcentage du chiffre d'affaires qui est généré. Et quel pourcentage? Quel gain, à peu près? Alors, ça varie en fonction des villes, ça varie en fonction des types de véhicules, mais c'est entre 35 et 50%. D'accord. 35 voilà. Qui reviennent dans la poche du minimum. En pratique, en moyenne, on est plutôt autour de 45% sur l'ensemble de la flotte. Voilà. Et ça, aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente? C'est presque 3000 personnes qui ont investi 3,5 millions d'euros dans le développement des mobilités douces durables dans leur ville. Et cette communauté de gens, c'est des gens qui, du coup, sont sur le terrain, nous font des remontées, font la promotion du service autour d'eux. On n'est plus en train de louer la trottinette de Uber, j'emprunte le vélo d'un voisin. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va marteler vraiment auprès de nos usagers, de leur faire passer ce message et faire prendre conscience que derrière chaque vélo, il y a quelqu'un qui a mis de l'argent de sa poche, et c'est pas des petits montants, puisque une trottinette, on est sur des budgets autour de 1300, 1400 euros. Le vélo électrique, c'est quand même 2500 euros. Donc, c'est des investissements qui sont vraiment très significatifs. C'est la capacité d'épargne d'un Français moyen, donc sur une année. Donc, c'est pas des petits montants. Et donc, on fait vraiment passer ce message et inciter, du coup, au respect. Et c'est vrai que la différence, elle se fait au final, et on la voit dans nos résultats. Alors, vous fabriquez, je crois, en Asie, mais vous développez les vélos ici, Alors, exactement. Donc, nous, on est fabricants de vélos. C'est une petite spécificité aussi par rapport à nos concurrents. La qualité des véhicules est absolument essentielle dans le succès du service dans la durée. Et c'est ce qui pêche, en fait, chez nos gros concurrents qui, aujourd'hui, connaissent des difficultés assez sérieuses. Quand on a un véhicule qui se casse tous les 4 trajets, ça ne peut pas marcher. En fait, vous pouvez optimiser tout ce que vous voulez, les opérations sur le terrain. En fait, la qualité du service ne va pas être là, le taux de disponibilité moyen de la flotte ne va pas être au niveau. Et puis vos coûts de structure, la capacité de la structure à grossir, elle n'est juste pas là. Et donc, on s'est rendu compte de ça assez tôt. Et en fait, il n'y a pas aujourd'hui... Ce qu'on construit sur ces vélos destinés au partage, c'est un segment de marché qui n'existe pas. Il n'y a pas d'offre, en fait, réellement. Et donc, en fait, on a internalisé au début, à la base, parce qu'on était très déçus de ce qui était disponible. Donc, on a construit une petite équipe, d'abord pour challenger les gens qui travaillaient, qui étaient les professionnels du monde du cycle, pour leur dire « non, mais ça va pas, ça va pas, ça va pas ». Et puis, à force, petit à petit, on a fini par concevoir entièrement notre vélo. Et finalement recruter une équipe d'industrialisation, le fabriquer. Donc c'est vrai qu'on est fabricant aujourd'hui de ce vélo. Voilà. Et effectivement, pour les parties structurelles, cadres, etc., à Taïwan, qui est un peu la Mecque du vélo haut de gamme. Donc c'est là que se font la grosse majorité des vélos électriques haut de gamme. Parce que malheureusement, on ne sait plus produire de vélos en France, il faut le rappeler. On rappelle que c'est à peu près 8000 véhicules qui sont en circulation chez Pony. 2024, on va dire que c'est l'année de l'explosion pour vous. Comment Pony est devenu, j'allais dire, l'évidence pour les villes moyennes qui se lancent dans le développement des micro-mobilités? Parce qu'on vous voit presque partout maintenant, dans les villes moyennes. Non, effectivement, en fait, pour vous donner quelques chiffres, sur les 2 dernières années, il y a eu 20 appels d'offres en France dans des villes moyennes significatives sur lesquelles on en gagne 17. Et donc, on gagne notamment 100% des villes en France qui ont lancé un service. Pour la première fois, on choisit de le faire avec Pony. Il y a plein d'éléments qui font la différence. Il y a bien sûr il y a un côté travailler avec le seul acteur français du secteur. Il y a avec les garanties que ça apporte d'alignement d'intérêts, de ne pas être soumis à des objectifs de gros investisseurs américains et plutôt d'être à une échelle qui correspond aux problématiques des villes françaises. Il y a évidemment l'offre qu'on a sur le vélo électrique qu'on conçoit, j'en ai pas parlé, mais qui est un vélo électrique 2 places, c'est le seul dans le monde. Donc c'est ce qu'on appelle un long tail, ça permet de transporter un passager. Donc voilà, ça, c'est une offre qui plaît beaucoup. Il y a notre modèle participatif, mais il y a surtout en fait tout ce travail qu'on a fait pendant plusieurs années au lieu de grossir, de se concentrer sur trouver le modèle qui va fonctionner. Optimiser le vélo, améliorer la qualité, optimiser les opérations, jusqu'à aujourd'hui dégager des marges
confortables, qui permettent de donner de la visibilité, qui permettent de donner de la réassurance, que ce qu'on est en train de faire, c'est pas un coût financier pour essayer de se gagner un peu d'argent. Non, c'est un service de mobilité fiable, durable, sur lequel on peut s'appuyer dans la durée et qui va être capable d'être un vrai partenaire des collectivités dans leur effort pour développer les alternatives à la voiture. Et là où en fait on joue un rôle clé, et c'est pour ça que les villes s'équipent, c'est que pour enlever la voiture, il faut une alternative. Oui, et c'est pas que des trajets courts, c'est aussi des trajets plus longs qui aujourd'hui se font pas en transport en commun parce que y a trop de correspondance. Si je dois prendre un train, un bus, un deuxième bus, je m'en sors pas. Et il faut l'offre du premier kilomètre, du dernier kilomètre. Et c'est là où nous, on a une offre qui est extrêmement pertinente et puissante. Et donc, les villes viennent nous chercher pour ça, avec cette idée, effectivement, à terme, de pouvoir intégrer ce qu'on est en train de faire aujourd'hui dans l'offre de transport en commun et faire exploser la part modale, ce qu'on appelle la part modale des transports en commun et de ces trajets intermodaux TER, vélo, quoi. Ouais, TER ou tram, vélo. Ouais. C'est coût zéro pour les collectivités ? Non seulement c'est coût zéro, c'est même pire, puisque nous, on paye une redevance d'exploitation. Et c'est d'ailleurs, par exemple, un point intéressant. Nice a été vent debout contre les micro-mobilités partagées sans station jusqu'à il y a 2 ans. Ils ont complètement changé d'avis et on a annoncé du coup le lancement il y a 2 semaines, enfin il y a 1 semaine. Et en fait, l'argument, c'est que ça leur fait économiser 3,4 millions d'euros par an qui sont réalloués à l'infrastructure cyclable, qui est l'élément le plus important finalement dans le développement de la part modale vélo. Et forcément, ça change la donne. Mais Paul-Adrien Cormeret, on est avec vous, donc je rappelle co-dirigeant de Pony. Olivier Amar, vous avez une question. Oui, vous dites remporter 17 appels d'offres sur 20 là, ces dernières années. Comment vous faites pour être en capacité de répondre à ces appels d'offres-là ? Parce que ça demande une flotte assez énorme, ça demande aussi des gens sur place, etc. Ouais, c'est le gros challenge. On a eu une approche très raisonnée, très raisonnable, avec une croissance mesurée pendant le temps de valider le modèle. Quelques villes au départ, dont Angers, qui est vraiment notre siège social. Bordeaux, c'est les 2 premiers marchés sur lesquels on a vraiment validé, travaillé nos modèles. Aujourd'hui, on a construit un playbook, c'est-à-dire vraiment une recette qu'on sait répliquer. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça reste un gros challenge. On a un partenaire en fait maintenant avec qui on travaille depuis sur la partie financière depuis la fin de l'année dernière qui lui est capable de financer les flottes voilà, plus ou moins sans limite, dans le sens où on a maintenant plusieurs années d'historique, on voit que on sait dégager des marges confortables avec ces flottes qu'on opère et donc on est capable du coup d'en faire presque un petit produit d'investissement. Voilà. Donc, il y a les particuliers qui vont financer, qui vont nous accompagner à travers le modèle Adopt. Il y a ce gros fonds qui est capable d'apporter vraiment de la puissance si jamais il y a des besoins importants à un moment donné. Et puis après, évidemment, il y a les opérations terrain. Et là-dessus, on s'appuie sur notre expertise passée et aussi sur des ressources locales. Donc là, on travaille beaucoup, par exemple, avec La Poste, qui est un de nos partenaires, par exemple, sur les opérations de recharge et de logistique, qui va nous mettre à disposition des locaux, etc. On travaille aussi avec les opérateurs des transports en commun. Donc, on a des relations très étroites avec RATP, Keolis et Transdev, voilà, avec qui on a des échanges et pareil. Donc, c'est des ressources qui permettent de s'assurer que ça fonctionne bien. Voilà. Très concrètement, Paul-Adrien, vous n'êtes pas dépassé par le succès parce qu'il faut aller très très vite là maintenant. Oh non, évidemment, c'est toujours un challenge de faire face à des... Là, en gros, on est sur une phase de croissance où il faudrait qu'on double quasiment dans les 6 mois qui viennent. Donc, c'est des choses... passer quasiment à 20 000, exactement, 20 000 véhicules en circulation. Ouais. Donc, on est sur des choses qui sont tout à fait significatives et c'est pas anodin. Donc, voilà. Maintenant, on a ce qu'il faut pour y faire face. Voilà. Après, on verra, c'est ça. Non, mais on est très confiant. On a les équipes. C'est des projets sur lesquels on travaille depuis plusieurs années. Quand on répond à un appel d'offres, c'est des dossiers de 300-400 pages, extrêmement détaillés, avec des études d'impact, avec vraiment tout le plan en fait de ce qui va se passer quand l'appel d'offres est remporté. Donc là-dessus, on arrive serein, préparé, avec un plan bien rodé.
Voilà, maintenant, après, c'est le monde physique. Hein, on n'est pas dans les startups purement digitales, donc il y a toujours des imprévus. Là, c'est vrai que, par exemple, sur le monde de la logistique, pour ceux qui suivent, il y a des difficultés liées au conflit israélo-palestinien. Bon, c'est incroyable, mais c'est vrai que c'est des choses qui vont impacter des dates de lancement, etc. Voilà, donc... Vous avez parlé tout à l'heure de la santé fragile de vos concurrents. Est-ce que le modèle est rentable aujourd'hui pour vous ? Oui, en fait, nous, aujourd'hui, toutes nos villes dégagent des marges, certaines plus que d'autres, puisqu'il y a certaines villes qui sont sur des pilotes, des choses un peu plus expérimentales, avec des tailles de flotte qui sont plus restreintes, d'autres qui sont nos marchés les plus matures et sur lesquels on dégage des marges très confortables. Après, au global, on reste une entreprise qui investit beaucoup en R&D. C'est une vraie start-up. Hein. On est dans une vraie démarche d'innovation. À 10 millions de chiffre d'affaires quand même. Hein. Voilà, mais donc il reste encore... et donc là, effectivement, il reste une petite étape à franchir sur les déploiements pour atteindre l'échelle qui nous permet de financer tous ces efforts en R&D sans avoir à recours à du financement externe. Mais ça va arriver prochainement. C'est l'objectif pour l'année 2024. Bon, Olivier, vous voulez rajouter ? Vous avez parlé rentabilité. Actuellement, vous êtes dans des grandes villes de France. L'idée, c'est de mailler le territoire avec des villes qui sont à peu près à 50 000 habitants. Hein, c'est ça. L'objectif, ce serait toutes les villes de plus de 50 000 habitants serait l'idéal. Ouais, exactement, ce serait l'idéal. C'est exactement ça. Ça représente combien ? C'est le top 100 des villes françaises, en fait. Et en fait, en réalité, je pense que la vision encore à plus long terme, c'est peut-être même d'aller plus loin, mais sur des systèmes subventionnés, c'est-à-dire de dire, OK, j'ai par exemple la ville-centre, mettons Angers, finalement, j'habite à Saumur, est-ce que si je vais faire mon dernier kilomètre à Angers après avoir pris le train, comment je fais mon premier kilomètre à Saumur ? Et donc là, est-ce qu'il y a peut-être aussi une offre à construire ? Cette offre, elle sera peut-être pas rentable toute seule, parce qu'il n'y a peut-être pas les flux dans la ville, un peu périphérique, entre guillemets, suffisant dans une journée pour que ça vaille le coup d'avoir ces véhicules partagés tout seul. En revanche, il y a peut-être moyen, effectivement, avec une contribution de la collectivité, du département, de la région, à voir à quelle échelon ça se passe, de faire quelque chose qui fonctionne. Bon, et là, on parle de la France, mais il y a aussi, évidemment, ça peut aller plus loin. Et l'Europe, vous êtes déjà implanté en Belgique, notamment. Tout à fait, ouais. J'imagine qu'il y a d'autres projets dans les tiroirs. Merci, Paul-Adrien Cormeret. Vous restez avec nous. Il reste quelques minutes avant de terminer cette émission. Il est l'heure d'accueillir Paola Dupéret pour notre chronique RSE de la semaine. Bonjour Paola. Bonjour. Alors enseignant, chercheur et maître de conférences à l'Université catholique de l'Ouest à Angers, je le rappelle. Ça vous inspire quoi, vous, ces échanges avec notre invité ? Eh bien, Bastien, je relève que cette entreprise grandit, se développe. Et cela me fait penser au fait que pour les entreprises, comme pour les êtres humains d'ailleurs, grandir est à la fois merveilleux, mais aussi un peu troublant. Et que tout ça, ça prend quand même beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, Paola, que comme une personne, une entreprise peut faire sa crise d'adolescence ? Enfin, il est assez improbable qu'une entreprise fasse des poussées d'acné. Mais toutes choses étant égales par ailleurs, je dirais que grandir en taille et se développer sont deux choses différentes. C'est vrai pour une jeune personne, c'est vrai pour une entreprise, et cela reste vrai même pour un pays. Croissance et développement ne sont pas des synonymes. Vous nous expliquez ? Alors, la croissance est une mesure quantitative. Elle fait référence à l'augmentation de la taille ou de la quantité d'un certain paramètre. Par exemple, à l'échelle d'un pays, le taux de croissance économique mesure l'augmentation de la production de biens et services de ce même pays. C'est vrai que dans les médias, le taux de croissance, par exemple, fait l'objet de toutes les attentions, mais il faut savoir qu'il est possible d'élargir un peu plus le regard. Tenez, ce n'est pas parce que le taux de croissance est élevé que les populations d'un pays ont un niveau de vie élevé. En tout cas, pas toujours. En effet, les richesses créées peuvent par exemple être mal distribuées, détenues par un groupe de privilégiés, ou alors ce qui est produit en quantité est peu exploitable pour les populations locales, comme par exemple les matières précieuses, l'armement, les cigarettes. Cela arrive notamment dans beaucoup de pays du monde. Et dans ce cas, en quoi consiste-t-il précisément ce développement ? Eh bien, on l'a entendu, le développement implique souvent des changements qualitatifs et structurels, des réformes politiques, des investissements dans l'infrastructure,
des programmes de protection sociale pour rester dans le pays. Il ne se limite pas à la croissance. Le développement permet une meilleure satisfaction des besoins fondamentaux des populations, une progression culturelle et une réduction des inégalités. Donc si je comprends bien, la croissance c'est plus, le développement c'est mieux. C'est exact. L'économiste indien Amartya Sen, prix Nobel d'économie en 1998, a créé un instrument de mesure, l'indice de développement humain, qui utilise des indicateurs tels que l'espérance de vie, l'accès à l'éducation, le statut des droits de l'homme, l'écologie, l'amélioration de leur santé, la réduction de la pauvreté. Et cela permet à chaque pays de se situer. En clair, la notion de développement souligne que le développement humain et le bien-être vont bien au-delà de la simple richesse matérielle. À mon sens, parler de développement, c'est se poser des questions sur ce que l'on fait des richesses produites et comment ces ressources peuvent aider tout un chacun à être davantage acteur de son destin. C'est ce que Amartya Sen appelle la capabilité, c'est-à-dire la possibilité de choisir et de devenir, entre guillemets, en effectuant des choix en liberté pour donner du sens à sa vie. Paola Dupéret, enseignant-chercheur et maître de conférence à l'Université catholique de l'Ouest à Angers. Merci beaucoup Paola, ça suscite peut-être une réaction de notre invité Paul-Adrien Cormeret. Donner du sens, ça fait partie évidemment de l'ADN aussi de Pony. C'était tout le but de notre démarche avec Adopt un Pony, c'est effectivement de ne pas simplement tomber dans une logique consumériste, finalement gagner du temps simplement. C'est aussi embarquer des gens dans un projet commun et effectivement, c'est ce qui, je pense, est important dans la capacité d'un projet, d'une entreprise et d'un pays à réussir dans le temps et dans la durée. Donc, 230 collaborateurs à un Pony aujourd'hui, je crois, plus à l'avenir encore. Chaque nouvelle ville, c'est effectivement des nouvelles équipes. Donc, évidemment, c'est une entreprise qui est amenée à grossir. Et je me posais la question, parce que vous parliez tout à l'heure des intermodalités. Est-ce que Pony a participé à l'essor des transports en commun dans les villes que vous avez investis ? Alors aujourd'hui, c'est très difficile à mesurer. Ouais. Donc on essaye de trouver les bonnes méthodologies. On sait que sur inventer un outil de calcul. Un outil de calcul. Donc on sait pas bien le voir, mais c'est par contre on y travaille. Et donc notamment, on a annoncé là le 15 décembre en partenariat avec la RATP et Blablacar EcoVélo, une réponse commune à un appel d'offres organisé par la collectivité pour faire une offre cohérente. Avec du coup pour la première fois une intégration tarifaire et des incentives pour pousser au développement de ces trajets intermodaux. Bon, en tout cas, on vous souhaite bonne continuation pour tous vos projets. Merci beaucoup Paul-Adrien Cormeret d'être passé par nos studios. Merci à vous. On rappelle donc on retrouve toute l'actualité de votre entreprise sur le site internet getapony.com, GETAPONY.com. Voilà, sans plus tarder. Et avant, on referme je suis désolé Olivier, je vois que le temps file. On fera la petite chronique vue d'ailleurs pour la semaine prochaine, vous gardez ça dans les tuyaux. On referme ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à David Mainfroid qui était à la technique. On se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission en podcast sur rcf.fr. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien.